Bien, merci beaucoup, chers compatriotes. Merci beaucoup, malgré le caractère précipité de cette rencontre, d'avoir bien voulu venir cet après-midi pour qu'on échange sur la situation politique en Guinée qui nous préoccupe tous. Et je dois dire que il ne faut pas penser que c'est moi qui viens vous apporter tout. Ce sont des échanges. Il y a une situation très spécifique aujourd'hui. On est à un tournant qui peut décider probablement de l'avenir à moyen et long terme de la Guinée. C'est de savoir si enfin on va pouvoir tenir ces élections législatives dans des conditions minimales acceptables et qu'à la suite on aurait une assemblée digne de son nom qui permette en fait au pays de connaître un nouveau départ en tournant cette page dramatique de cette transition interminable. Donc moi je n'ai pas de point à l'ordre du jour directement. Je peux vous parler brièvement du dialogue interguinéen et esquisser un petit peu les perspectives qui sont ouvertes après ce dialogue. Le dialogue interguinéen donc s'est tenu début juin, le premier jour de juin, et cette fois sous l'égide de toute la communauté internationale pour faire face à des situations explosives qui menaçaient de dégénérer, des situations de violence très graves pendant lesquelles les populations ont été littéralement terrorisées dans cette zone de Conakry. On a connu un état de siège qui ne disait pas son nom dans certaines parties de la ville. On a assisté à des scènes absolument insoutenables où c'est la lecture, la carte d'identité de quelqu'un qui pouvait décider de son sort. On a connu ça à Conakry à la fin du mois de mai. Tout ça puisque le pouvoir avait décidé de lancer une opération électorale le 30 juin. Opération déclenchée 2 ans et demi après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Et tout indiquait que ce n'était que la réédition de la situation de novembre 2010. On bloque les élections tant qu'on n'est pas prêt, on se prépare et dès qu'on est prêt, on fonce en disant il faut y aller demain matin. Et cette opération donc du 30 juin, nous vous prions de croire que c'était une situation extrêmement grave. Je ne sais pas si de loin vous pouvez mesurer ce que c'était. Une élection législative dans un pays qui a plus de 160 partis, où il n'y a pas un seul parti d'opposition. Il n'y a que la mouvance présidentielle, en fait les appendices du RPG, qui a présenté, il y avait beaucoup de préfectures avec un seul candidat, le RPG, des listes d'où il ressortait que le RPG était prêt à se faire fabriquer une assemblée totalement monocolore, qui bouclait donc en quelque sorte le système de dictature totalitaire que le RPG Arc-en-Ciel était en train de faire, puisque ils ont donc tout ce que le décret pouvait faire a été fait, tout ce qu'ils ont pu nommer par décret pour prendre tout le contrôle de l'appareil d'État, du système économique et financier, système sécuritaire, système judiciaire, donc ne restait que la fameuse assemblée. Et donc tout a été fait pour organiser en réalité l'exclusion de l'opposition. Ils ont tout fait par la corruption, les pressions pour se faire accompagner. Et nous avons noté avec une très grande satisfaction que pour cette fois, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, d'après loi fondamentale,
le pouvoir n'a pas réussi à acheter des éléments suffisamment représentatifs pour l'accompagner dans le coup qu'il a monté, comme Conté l'avait réussi en 2002 avec l'UPR de Feu Sirajou Diallo et l'UPG du doyen Jean-Marie Doré. Cette fois, ils n'ont pu acheter personne. Et ça, pour vous, peut-être c'est tout à fait naturel, mais je peux vous dire que dans le contexte guinéen, avec toute la corruption qui est là, avec tous les problèmes que le personnel politique peut avoir pour exister, c'était quand même remarquable. Et c'est tout ceci, ajouté au risque d'explosion généralisée, qui a donc décidé la communauté internationale de s'impliquer pour essayer de trouver une issue à la crise. Ça n'a pas été facile. Vous savez que le pouvoir avait gentiment fabriqué son propre candidat en la personne du général Lamine Cissé. Mais bon, le coup a été éventé assez tôt. Ensuite, on a eu M. Saïd Djinit, qui est un connaisseur de la politique guinéenne. On n'a absolument rien contre lui. Un Algérien représentant le SG des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Mais nous, en fait, en ce qui concerne le FDP, nous aurions souhaité une personnalité qui n'était pas dans le landerneau politique guinéen. Mais c'est un détail. L'essentiel était d'arriver à aborder les questions fondamentales qui faisaient qu'on arrivait à cette situation de blocage et de violence. Et nous avons donc eu ce dialogue qui a commencé. Au début, on pensait que c'est donc le pouvoir et l'opposition. Fondamentalement, c'est ce qui s'est passé, même s'il y a eu quelques interventions ici et là. Et là, la communauté internationale a pratiquement reconstitué le groupe de contact qui s'était autodissous après le deuxième tour de l'élection présidentielle, malgré le fait que la transition n'était pas terminée, mais le pouvoir, comme vous le savez, était totalement hostile à toute intervention de la communauté internationale. Ils voulaient que, d'après eux, le dialogue reste interne. Mais c'est eux-mêmes qui ont disqualifié le dialogue interne, puisque je vous rappelle qu'en janvier-février 2012, il y a eu un semblant de dialogue à Conakry. Nous, FDP, nous y sommes investis à fond pour proposer des solutions à l'époque pour sortir de la situation de crise et de blocage de la transition. Mais le pouvoir n'avait respecté aucun des accords qu'il avait passés. Donc, tout ceci rendait inévitable le recours à la communauté internationale. Donc l'opposition est allée à ce dialogue avec 4 points d'ordre du jour. On a proposé un ordre du jour en 4 points. Le premier point, on a mis en avant d'abord la question des victimes de la répression. Comme vous savez, hélas, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, on compte plus de 50 morts dans les manifestations, des gens tués dans les manifestations, des centaines de blessés, beaucoup d'invalides, beaucoup de gens qui ont été arrêtés, rançonnés avant d'être libérés, et énormément de biens détruits. Parce que comme vous le savez, le régime a voulu en fait casser ce qu'il pense être la base économique de l'opposition. C'était ça l'objectif. Ce n'est pas uniquement des expéditions punitives, mais c'était des opérations réellement d'écrasement des moyens, de priver les gens de leurs moyens d'existence. Donc, premier point, on a dit il fallait donc que des enquêtes approfondies soient lancées pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et traduire les responsables en justice. Ensuite, s'occuper des victimes dont certaines étaient encore en hôpital et indemniser les familles. C'était ça le premier point. Deuxième point, nous avons mis la question des opérateurs
du système électoral, Weimar le couple Weimar Sabari Technologie. Et le troisième point, c'était toujours donc par rapport au processus électoral, c'était, je pense, le chronogramme. La CENI, la question de la CENI, sur laquelle on va revenir. Et dernier point, donc, le chronogramme qui devait être la conséquence de tout ce qui a été dit avant. Sur le premier point, le gouvernement a dit que non, ils vont faire des enquêtes et tout ça, mais nous savons parfaitement que ça n'ira absolument nulle part. L'impunité en Guinée reste de règle. Et les crimes s'ajoutent aux crimes. C'est depuis l'indépendance que ça dure. Et la culture donc du crime impuni demeure. Et je vous signale à côté qu'on a des phénomènes très bizarres d'élimination de gens en uniforme à Conakry. Nous-mêmes on se demande qu'est-ce qui se passe. Les victimes s'allongent, on ne sait pas pourquoi. Depuis quelque temps, il y a beaucoup d'assassinats sporadiques comme ça de gens en uniforme. Je ne sais pas pourquoi. Les gens vont arrêter d'en mettre. Et donc ça, ce point a été rapidement évacué. Le deuxième point, la facilitation, donc dirigée par M. Saïd Djinit, aidé de deux facilitateurs que personne n'a entendu pendant tout le dialogue. Peut-être qu'ils ont travaillé dans les coulisses, on ne sait pas, mais on ne les a pas entendus dans le dialogue lui-même. C'était Saïd Djinit qu'on entendait. Et en plus, il y avait une bizarrerie, c'est que le modérateur du dialogue, c'était le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, M. Luseni, François Luseni Fall. Bon, c'était une bizarrerie. Ça n'a pas échappé à certains d'entre nous, mais comme on a considéré qu'il était un peu modéré, on a trouvé, bon, que ce n'était pas un problème. Le facilitateur étant à côté, ne souhaitant pas présider les travaux. Bon, on a donc dit non, Weimar, là, c'est un peu compliqué, mettons ça en troisième position. Et on a parlé de la CENI. Comme vous savez, la CENI recomposée ne marche pas mieux en réalité que l'ancienne CENI. Les phénomènes claniques, c'est le phénomène partisan, étaient toujours là. Et la CENI telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, je vous le dis, elle est entièrement aux ordres du pouvoir. Et donc il y avait des membres du bureau de la CENI qui étaient en salle, qui ont pris la parole pour dire, ben, il faut bien que tout le monde sache que le bureau de la CENI, la plupart des fois, beaucoup de ses membres sont au courant des décisions de la CENI par la radio, par les médias. Donc, ils ne savent même pas ce qui se passe à l'intérieur de la CENI. Et que toutes les décisions sont le fait du président actuel de la CENI, M. Bakary Fofana, avec quelques comparses, et que la CENI donc ne fonctionne pas correctement. Et que c'est un clan qui est là et qui traite avec le pouvoir. Donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport à Luseni Camara. Donc des dysfonctionnements qui ont été dénoncés et tout le monde a entendu avec beaucoup d'intérêt cet exposé. Et je dois vous dire que quand on est arrivé au dialogue, la mouvance disait que le dialogue durait 2 jours. On n'a pas besoin de plus de 2 jours pour évacuer tout ça, qu'il n'y a pas de problème, puisqu'ils avaient toujours en tête de sauver le coup d'État électoral du 30 juin. C'est ça le vrai problème. Comment sauver le 30 juin? Et évidemment, on a fini par leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas fixer ces ultimatums-là. Et donc la CENI, on a dit oui, on va mettre un organe ad hoc pour un petit peu surveiller, genre de conseil de surveillance de la CENI. Et que le président de la CENI devait faire donc des efforts pour convoquer ses collègues et tout ça. Les gens se rejettent la balle. Et en même temps, donc, comme je vous disais, la mouvance est très pressée. Ils ont voulu à tout prix que la CENI et des experts internationaux très nombreux s'expriment pour nous dire l'état d'avancement des travaux et en fait prouver qu'on pouvait aller aux élections le 30 juin. Mais on a refusé cette démarche en disant qu'on les a écoutés. Et c'est là où on a écouté donc la situation
du vrai problème, du fichier électoral, qui est passé de 3 800 000 inscrits à plus de 6 millions. Le fichier brut. Et là-dessus, la communauté internationale a dit oui, voilà, il y a des experts de la francophonie, il y a des experts du PNUD, il y a des experts de l'Union européenne, et qui se font fort d'éliminer les doublons qu'il y a dans le fichier. Et on présume qu'il y a de très nombreux doublons, puisqu'il y a eu des campagnes sporadiques de recensement des électeurs pendant 2 ans et quelques. La CENI a fait ça, ils ont été dans certaines zones, et on s'est retrouvé dans des cumuls dans le même fichier des électeurs de 2010 et qui sont réinscrits. Donc la communauté internationale a dit, nous faisons fort de corriger ces doublons. On a dit d'accord, c'est très très bien, mais le vrai problème de ce fichier, ce n'est pas uniquement les doublons. Les doublons, tous les informaticiens savent que avec le cryptage des éléments numériques et des éléments biométriques et autres, on peut éliminer les doublons. Mais on ne peut pas, nous avons fait valoir le fait qu'on ne peut pas, pour ce que nous savons de ce fichier, aucun informaticien au monde ne peut déterminer qu'un enfant de 12 ans s'est enregistré en disant qu'il a 18 ans. Et comme l'opposition n'était pas là, puisqu'on n'était pas dans les cadres, ils ont fait absolument ce qu'ils voulaient. Et en même temps, il y a eu donc des chiffres qui sont sortis qui ont montré qu'il y a des zones où il y a une explosion des inscriptions, en Haute-Guinée notamment, et des zones, en Moyenne-Guinée par exemple, où il y avait un réel déficit d'inscrits ou de révisés. Et je dois vous signaler que l'UFDG avait lancé des campagnes de boycott des recensements et de la révision. Ce qui n'était pas notre cas. Nous n'avons pas adhéré à cette méthode en nous souvenant, les hommes des médias s'en souviennent, des déconvenus de Tshisekedi Wamulumba, qui pratiquement a perdu sa carrière politique dans le boycott qu'il avait organisé du recensement qui a amené Kabila au pouvoir. Et là, nos amis de l'UFDG ont fait la même chose. Ils sont souverains, c'est leur problème. Mais la question est vraiment posée, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Puisqu'on a laissé le RPG faire ce qu'il voulait. Et maintenant, on en est à contester les résultats de ces opérations-là, sélectives. Alors pour M. Kébé, qui est là-bas, qui connaît bien Baliboko, Baliboko c'est un petit secteur, même pas un district, de Boyer. Les meilleurs Baka viennent de là, c'est mondialement connu. Ils en faisaient même pour les Almami à l'époque de la théocratie. Dans ce coin, comme c'est des Sarakholés, ils n'ont jamais dépassé 95 électeurs dans le passé. Là, ils étaient à 800. Avec les nouveaux recensements, ils sont passés à 800 au point qu'on leur a affecté un bureau de vote. Et c'est exactement ce que le RPG a fait partout dans les zones qu'il contrôle, ou qui sont censés lui être favorables. Donc le vrai problème, après les dédoublonnages, comme on les appelle, c'est de savoir qui est inscrit. Et on nous a rapporté qu'en Haute-Guinée, comme la zone est déjà envahie par des migrants du Mali, du Burkina, du Niger et de Côte d'Ivoire, on a recensé tout le monde profitant de la confusion communautaire. Là aussi, c'est un problème qui est là. Et donc, on a examiné tout ça. Et je dois vous dire donc que l'intention du RPG était de faire passer l'opposition comme étant des gens totalement déraisonnables, qui ne sont intéressés que par les marches, le désordre et la violence, et qui ne veulent pas d'élection. C'était ça leur... Et qu'il fallait donc jeter en pâture à l'opinion guinéenne et internationale. Faire passer donc... Et donc on s'est concerté, on a vu que si on ne se battait pas correctement, il y aurait eu des problèmes. Et c'est là où nous avons décidé
de ne plus nous polariser sur Weimar Sabari, sur lequel on reviendra, mais sur le monstre qu'ils ont produit, c'est-à-dire le fichier. Donc d'un côté, on a l'assurance que les doublons vont être éliminés avant la sortie des cartes d'électeurs. De l'autre, ça c'est la communauté internationale qui l'a donné. Nous avons donc demandé à ce que nous ayons des experts de l'opposition qui se joignent à ces experts-là pour vérifier que tout est OK. Ça a été accepté. Et nous avons dit que le rôle de Sabari et Weimar devait s'arrêter à la révision actuelle de l'histoire, c'est-à-dire à la constitution du fichier. Non seulement ils n'interviennent pas dans la disons ce qu'on appelle la centralisation des votes, mais leur rôle en Guinée s'arrête à la fin des législatives, puisque ils étaient introduits frauduleusement dans le pays. Vous connaissez suffisamment l'histoire, les versions multiples expliquant comment ils étaient parachutés en Guinée. Ça a été tantôt un don, tantôt ça a coûté 16 millions de dollars, etc. Sabari, on a régularisé entre guillemets le marché en mars 2012, après que l'opposition ait dénoncé sa présence dans le cadre du marché de gré à gré, dans le cadre du dialogue de 2012. Donc, nous, chaque fois qu'on soulevait ce problème de l'opérateur, c'est la communauté internationale qui disait « Ah, donc vous voulez encore que la transition dure un an de plus, nous on ne peut pas vous accompagner dans ce sens-là. » On répétait ça en disant nous on fera le maximum pour aider à clarifier la situation du fichier, mais on ne voit pas pourquoi il faut se lancer dans une nouvelle opération. Weimar ne seront pas dans la centralisation, ils vont être neutralisés et tout ça. Et c'est ce qui nous a amené donc à accepter cette proposition. Donc, on a dit donc que les CARL vont être reconstitués. Vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez le détail du système de verrouillage du RPG, qui a été donc de faire dire à la CENI, non, les CARL, donc Commission administrative de recensement sur les listes électorales, les CARL, c'est uniquement un représentant de la mouvance, un de l'opposition, et trois de l'administration. Vous-même, vous n'avez pas besoin de dessin pour savoir comment ça fonctionne dans ces conditions-là. C'est une exclusion totale, alors que la loi prévoit que tous les partis engagés dans la compétition électorale peuvent être membres des CARL. C'est ce que prévoit donc la loi électorale. Donc là, on a obtenu qu'on réouvre la révision additionnelle, dirigée par des CARL recomposés totalement comme il se doit avec l'opposition. On verra après des problèmes de délai, les délais donc, dans lesquels les choses pourraient se faire. Et on a dit donc que les CARL, ce sont ces CARL qui doivent distribuer les cartes d'électeurs. Le deuxième échelon de fraude que nous dénonçons, donc les enfants qui sont inscrits ou les non-ayants droit qui sont inscrits, c'est les CARL qui peuvent le contrôler par la remise des cartes. C'est eux qui peuvent voir qu'un enfant, manifestement, n'a pas l'âge requis et qui peuvent empêcher donc de remettre la carte et évidemment sécuriser les cartes non distribuées. Ça aussi, c'est une autre question, une très lourde responsabilité que les CARL vont devoir prendre. Et ensuite, donc, on a dit que, en ce qui concerne les Guinéens et l'étranger, puisque ce que le pouvoir voulait, c'était concéder le vote des Guinéens et l'étranger, mais qu'on ne touche pas du tout à tout le système Weimar et autres avec le fichier. On a immédiatement au vote avec ce fichier-là. Donc là aussi, nous avons été obligés de faire des concessions. C'est à votre détriment, mais en partie. Il fallait bien... on était dans un système dans lequel nous étions obligés de faire comme des concessions. On ne pouvait pas uniquement gagner en tout. Donc la concession a été que on va laisser voter les Guinéens qui étaient déjà inscrits. On ne réouvre pas la révision à l'étranger puisque ça aurait eu pour effet d'allonger les délais alors que manifestement
la communauté internationale partage un peu l'impatience du RPG, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Donc là, ce qu'on a obtenu, c'est que les gens qui sont inscrits, ils vont voter. Maintenant, je suis obligé, c'est vous qui vivez à l'étranger, c'est vous qui êtes en contact avec les autorités consulaires guinéennes. Vous savez que le RPG a balayé tous les consuls. Tout le système consulaire a été chambardé et on suppose que les élections ne vont pas se passer dans les mêmes conditions de transparence et de liberté qu'en 2010. C'est très important à savoir puisque en fait ils ont pris des dispositions. On ne sait pas quels obstacles ils vont créer sur la voie de l'application de cette mesure pour les élections législatives prochaines. Ensuite, on est arrivé au délai. Comme je vous dis, on s'est séparé le 9 juin. En se séparant, on a dit, bon, il faut que, pour parler du chronogramme, il fallait que la CENI nous dise quel délai allait prendre la réinstallation des CARL et la révision additionnelle des listes électorales de l'intérieur. Et c'est ensuite seulement qu'il devait revenir, on devait faire le chronogramme, travailler sur le chronogramme, donc le dernier point du dialogue. Curieusement, on a commencé à agiter à la CENI des histoires du 15 juillet. On était le 9 juin, on commençait à dire oui, on peut faire ça le 15 juillet, tout ça. Bon, on a dit, il a fallu qu'on passe par les médias pour dire qu'on ne comprend pas de quoi parle la CENI. On n'a pas demandé de chronogramme à la CENI. La CENI n'a pas fait de chronogramme qui est du ressort du dialogue. Parce que tout était transféré au dialogue. Bon, il y a eu beaucoup de grenouillage autour de cette date. Et après, ils ont sorti la date du 28 juillet. En disant non, non, maintenant là ça va, dernier carat, 28 juillet, c'est bon. Et en fait, donc, c'était que sur c'était pour servir le pouvoir. Puisque le vrai problème du pouvoir, c'est le fichier électoral. Son problème était qu'on ne touche pas à ce fichier. C'est l'outil majeur de fraude électorale. Et leur problème était qu'on n'y touche pas. C'est tout leur problème. Donc, 30 juin, non, ça ne marche pas. Bon, allons le 15 juillet, 15 jours, ça ne marche pas. Allons le 28 juillet. Ça ne marche pas, sachant en plus que l'opposition n'était pas préparée du tout. À notre avis, aucun parti d'opposition n'était prêt à aller à des élections le 28 juillet, puisque ça aurait été dans des conditions catastrophiques. Donc, c'est bien pour montrer l'assujettissement de la CENI actuelle au pouvoir, puisque s'il n'était pas assujetti au pouvoir, il ne serait pas permis de prendre cette initiative, de proposer un chronogramme. Et heureusement, je vous dirais que la communauté internationale, excusez-moi, j'éteins ce téléphone, la communauté internationale a énormément joué. Parce que comme je disais à nos amis ici, la Guinée, 55 ans après l'indépendance, on est toujours dans une situation où on ne peut pas couvrir des dépenses de souveraineté aussi élémentaires que les frais d'une élection législative. Donc c'est l'Union européenne, le PNUD et autres qui ont la voix au chapitre. Et c'est eux qui ont bloqué l'affaire du 28 juillet. S'ils ne l'avaient pas bloqué, le pouvoir aurait foncé. Heureusement donc la communauté européenne et l'Union européenne. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, asseyez-vous. L'Union européenne donc. Asseyez-vous s'il vous plaît. L'Union européenne donc a refusé l'impression des cartes d'électeurs. Ils n'ont pas voulu donc suivre, mais c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu le 28 juillet qui aurait été le même que le 30 juin. En réalité, on aurait été prêt. Donc c'est l'Union européenne qui... Donc vous comprenez qu'il était difficile dans notre situation d'ignorer un petit peu la position de ces partenaires-là. N'oubliez pas également, vu de Paris, que le pouvoir du RPG Arc-en-Ciel avait presque réussi à faire accréditer l'idée que c'est les opposants qui ne veulent pas aller aux élections. Et donc, on avait des preuves à donner qu'effectivement, nous, on veut aller aux élections, mais avec des conditions minimales. Nous n'étions pas prêts à aller au casse-pipe
avec un fichier piégé, avec un système totalement piégé. Donc, ça explique les concessions majeures également qu'on a été obligé de faire pendant ce dialogue. Et donc, tout ce que je vous dis là, l'histoire du 15 juillet, 28 juillet, sont intervenus entre le 9 juillet et vers la fin du mois, le 9 juin et la fin du mois, lorsque, maintenant, dès qu'on s'est séparés là, ce que je dois vous dire, c'est que lorsque on a obtenu donc d'avoir une vue sur le fichier électoral, et ces dispositions dont on vous a parlé, on a tous vu les visages de la délégation de la mouvance se décomposer. Puisqu'on venait de toucher, peut-être sans le savoir, à l'essentiel qui était le fichier électoral. Et c'est immédiatement après qu'on a vu arriver M. Kiridi Bangoura, qui est venu donc en renfort, puisqu'il y avait un vent de panique dans la mouvance. Et je dois vous dire que nous avons des problèmes dramatiques dans notre pays. Figurez-vous que le RPG Arc-en-Ciel était entièrement à l'aise d'aller aux élections en étant tout seul. Et tout leur problème était de sauver ce schéma incroyable. Eux, ils trouvaient ça normal. Il n'y a que comme candidat. Et donc, quand on les a un petit peu déstabilisés, les éléments extrémistes n'en démordaient pas. Et ce qui a expliqué donc l'affaire de la descente donc, des forces de l'ordre des Louba chez le président de l'UFDG le 19 juin, qui nous a amené à demander la suspension de la participation au dialogue. Et ensuite, bon, en fait, on n'avait pas beaucoup d'alternatives, alors qu'ils voulaient que le dialogue reprenne immédiatement et tout ça. Bon, alors que de l'autre côté, les extrémistes du pouvoir voulaient torpiller pour de bon le dialogue. Bon, heureusement, il y a eu beaucoup de navettes, il y a eu beaucoup de choses. Et finalement, l'accord s'est fait. On a dit, ils sont venus avec les experts internationaux ont proposé un chronogramme de 73 jours après la signature de l'accord global. On a discuté de long en large. Eux, ils prévoyaient la révision pendant une seule semaine. On a dit que ce n'est pas possible. On a donc obtenu seulement 2 semaines. Mais on n'a pas obtenu l'allongement de la durée de 8 jours de l'affichage des listes électorales. Parce que là aussi, il y a des fraudes qui sont en préparation. Vous savez que ce n'est pas difficile. Quand vous affectez les gens n'importe comment dans la circonscription, dans un bureau de vote qu'il ne connaît même pas, il peut passer une journée à tourner en rond. À la fin de la journée, il n'aura toujours pas vu le bureau, il va voter. Et ce n'est qu'avec les listes électorales qu'on peut le savoir. Mais là encore, il y a beaucoup d'inconnus. Ce que je peux vous dire pour conclure, l'expérience du dialogue n'était pas négative, mais nous pensons que le RPG a certainement perdu une bataille pour installer son système totalitaire, mais n'a pas encore perdu la guerre. Ça veut dire que tout dépendra de la détermination et de l'organisation de l'opposition pour traduire dans les faits les accords qui ont été passés. Les accords qui ont été passés, à notre avis, permettent certainement d'atténuer la fraude qui était proposée, qui était envisagée, mais il ne faut pas se leurrer, elle ne peut pas rétablir totalement les conditions d'une élection libre, honnête et équitable. C'est pas vrai. Vous savez très bien, dans les zones du RPG, on a connu ça en 1993, lorsque dans certaines zones on votait sur NAT, ce qui avait permis au pouvoir à l'époque d'annuler Sigiri, sans isoloir et sans rien. Donc les conditions n'ont pas beaucoup changé. Et vous savez qu'en 2010, dans toute la région de Haute-Guinée, le RPG, la participation était montée à 90%, ce qu'on n'a vu nulle part dans le pays, et le RPG avait 99% des voix. Donc la situation n'est pas du tout aussi rose que ça, mais la bataille pour nous n'est pas perdue d'avance si nous savons nous battre. Quand on prend la Haute-Guinée, M. Lansana Kouyaté est dans l'opposition. On espère que c'est lui qui sera le mieux placé
pour se battre dans les carnes, pour atténuer donc la fraude. Mais pour le reste, en ce qui concerne les réinscriptions, on va faire passer le message. Nous allons garnir les carnes rapidement. Nous avons demandé à la communauté internationale son aide pour la présence des représentants des candidats d'opposition dans les bureaux de vote. Ça, c'est en discussion, puisque ça aussi, vous savez comment ça marche. Vous envoyez des représentants que le pouvoir rachète par la suite, puisque c'est pas cher du tout. Et il laisse faire les choses, il ferme les yeux, et le tour est joué. Donc il y a des problèmes, il y a des défis énormes en face de nous. Mais c'était quand même une expérience intéressante. Et donc le dialogue se termine comme ça, et je dirais que ces accords seront ce que l'opposition voudra qu'ils soient. Et si on se bat sérieusement, on peut concrétiser les éléments positifs qui sont contenus, mais si on fonce, comme je le vois, en rang dispersé, de chacun pour soi, considérant que pratiquement l'union de l'opposition s'arrête à la fin du dialogue, là, il faut craindre des problèmes. Puisqu'il y a des défis énormes, le pouvoir, lui, est tout seul, est unique, et l'opposition, en se battant en rang dispersé, courra beaucoup de risques. Voilà. Moi, j'ai voulu vous parler franchement, sérieusement, sur la base de ce que je connais du terrain. Je vous dis que tout qu'on fait, c'est certainement une avancée. Le fait d'abord d'avoir empêché ce coup d'État électoral du 30 juin, ce n'était pas rien. Puisque je peux vous dire que jusque à la sortie du dialogue le 9, ils rêvaient encore de faire ce coup d'État, qui aurait été un coup d'État à 100%. Et je vous dis, il y a certaines zones, on avait cultivé la fracture communautaire à un tel point que c'est probablement une guerre civile qui aurait pu suivre le 30 jours dans certaines zones. Maintenant, la communauté internationale n'a pas d'engagement de nous faire financer nos représentants dans les bureaux de vote. Nous allons devoir nous battre pour être représentés. Mais je vous dis honnêtement, il y a 12 000 bureaux de vote. Vous imaginez la mobilisation de... mais si on doit mobiliser, l'opposition doit mobiliser 12 000 personnes, ça ne peut pas se faire en rang dispersé, comme ce qu'on est en train de voir. C'est deux. Et deuxièmement, la neutralisation de 20 mars, c'est deux choses. C'est d'abord l'élimination des doublons. Ça, avec les experts informatiques internationaux et la présence des experts envoyés par l'opposition, nous avons bon espoir d'y arriver. On a des assurances là-dessus et on n'a aucune raison de penser que ça ne se fera pas. L'autre élément, c'est de veiller à ce que nos sympathisants et membres, ceux qui veulent voter pour nous, puissent s'inscrire. Là aussi, disons-nous la vérité. On a 2 semaines. Vous connaissez comment ils travaillent. Est-ce que c'est difficile d'organiser des pannes de Weimar? C'est pas difficile. C'est pas difficile de dire ah, il y a une rupture de ceci, il n'y a pas de carburant, ou il y a une grève d'opérateurs, où il y a des causes de toutes sortes. Donc c'est encore une bataille. Et c'est là où on doit se mobiliser pour alerter justement la communauté nationale chaque fois que ces phénomènes seront repérés et qu'on ne laisse pas faire. Donc la bataille, elle est devant nous. Et ensuite maintenant, c'est la bataille du contrôle des listes qui vont sortir. Là où on saura comment les gens ont été affectés et quelle est la physionomie des listes. Là aussi, ça peut beaucoup renseigner. Je vous dis que M. Sidia Touré a dit que dans un petit village de sa zone, qui lui est assez favorable, il y a un petit village où on a trouvé plus de 1200 électeurs en 2 bureaux de vote, alors qu'ils n'ont jamais dépassé 200. Donc ça, c'est dans les affichages et autres qu'on peut se mobiliser pour essayer de neutraliser. Mais encore une fois, il ne faut pas être défaitiste, mais la bataille n'est pas gagnée.